Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à votre magazine Rendez-vous de la rédaction. Ce mercredi, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Monsieur Jean Bandiaki. Jean Bandiaki, bonsoir. Bonsoir, monsieur Moussagnan. Voilà. Vous êtes journaliste, communicant, Ouais. associé, enseignant associé, journaliste, communicant, enseignant associé à l'UVS. Oui. L'UVS, c'est l'Université universelle du Sénégal. Virtuel du Sénégal. Virtuelle, voilà, du Sénégal. Donc je le précise bien, monsieur Jean Bandiaki est journaliste, communicant, enseignant associé à l'UVS, Université virtuelle du Sénégal. C'est bien ça. Oui. Voilà, heureux de vous inviter sur ce plateau pour parler d'actualité. L'actualité, on le sait, ce sont les événements tragiques qui se sont passés dans notre pays. Mais pour en illustrer, venir en illustration, nous avons une chronique de Abdou Diouf que nous allons suivre ensemble et décrypter. Je commencerai par poser cette question qui me semble importante. Y a-t-il encore une opposition au Sénégal? On se le rappelle, recevant des politiciens qui ont rejoint son camp en avril 2015, Macky Sall promettait devant tout le monde de réduire l'opposition sénégalaise à sa plus simple expression. Quelques années plus tard, cette promesse semble être tenue. Les principaux opposants au président Sall ont eu maille à partir avec la justice ou ont rejoint le camp de la majorité présidentielle. Karim Wade et Khalifa Sall sont tous passés par la case prison. Idriss Seck, arrivé deuxième à la présidentielle de 2019, est actuellement un des principaux alliés du président de la République. Il est d'ailleurs la troisième personnalité de l'État sénégalais. Présentement, Ousmane Sonko s'inscrit comme l'un des rivaux politiques du président Sall au pouvoir depuis 2012. Face à des candidats plus âgés, Ousmane Sonko incarne une jeunesse désenchantée. Ses sympathisants ont souvent moins de 30 ans et connaissent des problèmes liés au chômage et la pauvreté. Sonko prend la place du candidat anti-système afin de capter les voix des dessus de Macky Sall. Ses phrases sont souvent protestantes. Il s'inscrit en faux contre le récit officiel d'un Sénégal sur la voie de l'émergence. Mantrant du président Macky Sall, une stratégie qui semble pour le moment payante. Voilà, merci Abdou Diouf, notre chroniqueur de la maison. Jean Bandiaki, nous allons directement sur ce qui s'est passé, et les événements tragiques, je le disais, et liés à un problème politique, évidemment, parce qu'il y a la personne Ousmane Sonko qui a été déclencheur dans tout cela. On a vu soudain une jeunesse qui s'est mobilisée et qui a tout ravagé sur son passage, comme pour dire envoyer un message aux gouvernants. Comment vous décryptez tout cela, même si c'est vrai, il y a eu beaucoup de dégâts collatéraux, mais aussi des pertes en vies humaines? Oui, monsieur Moussagnan, permettez-moi d'abord de m'incliner à la mémoire de ceux qui ont perdu leur vie à l'occasion de ces malheureux événements. Et je m'incline et je formule également mes prières à l'endroit de ces personnes et à leurs familles. Et je prie également pour que de pareilles situations ne se reproduisent plus. Ouais. Bon, pour revenir par rapport à la question, ce qui s'est passé tout dernièrement, nous avons compris en fait une réponse et une réaction de la part de la société. Et quand on analyse, on regarde en fond la réaction de ces manifestants, on comprend que c'est des personnes qui avaient gardé quand même leur mécontentement. Ils n'avaient pas en fait
un espace libre pour un espace d'expression qui est primordial dans une démocratie. Et l'événement de Sonko a été un déclencheur, et un espace aussi pour que ces personnes puissent donner leur point de vue. Si on regarde par rapport aux manifestants, il y a des pro-Sonko qui étaient dans la marche et également des personnes de la société civile qui n'avaient rien à voir avec la politique, qui ont essayé et qui ont exprimé leur ras-le-bol. Donc, cela aussi s'explique par le fait que à un certain moment donné, nous vivons les conséquences de la Covid-19 étant à pousser les populations, les jeunes en majorité, à vivre une certaine douleur. Et lorsqu'ils ont eu l'occasion, chacun d'eux a déversé cela, malheureusement, sur la place publique. Voilà, Jean Bandiaki, je vous prends au mot parce que vous avez parlé de ras-le-bol. Est-ce qu'on peut parler d'un lot de frustration, évidemment lié à la Covid, mais est-ce que également c'est pas lié à notre système de gouvernance? Effectivement, le système de gouvernance aussi y est responsable parce que à un certain moment donné, nous sommes rendus compte que l'opposition tendait à disparaître. Tendait à disparaître, je pèse bien mes mots, tendait à disparaître, mais heureusement et malheureusement pour certains, un leader qui se nomme Sonko, qui n'était pas populaire, si je peux dire, parce qu'il est sorti 3e des élections récentes. Et lors de ces manifestations populaires, nous nous sommes rendus compte que ceux qui avaient quelque chose à réclamer, n'ayant pas un espace et un récipiendaire, ont trouvé Sonko comme un homme de situation et ils en ont profité pour déverser leurs billes. Et là, nous avons compris également aussi qu'il y a certaines situations de la part du parti au pouvoir tendant à restreindre à une simple expression les opposants en utilisant des moyens aussi à la limite qu'on ne peut pas nommer parce que ce n'est pas, c'est pas démocratique. À la limite. On a entendu dans cette chronique de Abdou Diouf dire le président Macky Sall avait évidemment, dès son accession au pouvoir, une boulimie de réduire l'opposition à sa plus simple expression. Est-ce que ça aussi n'a pas été une source de... voilà. Vous savez, les mots n'ont de sens que ceux qui prennent, comprennent le sens. Oui. Mais aussi, nous sommes, parce qu'il faut qu'on ait l'habitude de distinguer Macky Sall et un président Macky Sall, un Sonko et un responsable politique Sonko. Mais sur les faits, cette déclaration, c'est un politicien, un stratège politique qui a utilisé la communication pour alerter et pour faire une alerte quelconque. Mais malheureusement, nous sommes rendus compte qu'il ne s'est pas limité seulement à une simple expression. Il a mis l'action. C'est une machine qu'il a mis en branle. Et si on nomme les cas antécédents par rapport à le cas de Sonko, nous avons vu le cas avec Karim Wade, Khalifa Sall. Voilà. Et ces personnes, pour le cas de Karim Wade, c'est toute la population qui était derrière. Et la population était tellement pressée de voir la suite des événements, c'est-à-dire les conclusions, mais malheureusement, elle a été déçue. Et pour le cas concernant Khalifa, oui. Et ça a été, on ne comprend pas. L'emprunt obligataire, voilà. Même si après on l'a éjecté de la mairie et également de son poste de député. Oui, mais lorsque le cas Sonko a survenu, beaucoup de gens se posaient des questions. Est-ce que ce n'est pas une stratégie qui rejoint ses propres paroles pour dire qu'il a mis il a joint l'action à ses paroles.
Et là, la population, c'est la population à ce moment qui s'est levée pour dire non au président. Parce que là, dans une démocratie, le pouvoir, c'est l'expression aussi des urnes. Tout à fait. Et ce qui donne la puissance de ce pouvoir, c'est les cartes, je veux dire les voix de chaque citoyen. Additionnées, la somme de tout cela fait ce qu'on appelle la puissance. Et maintenant, si le peuple respecte et descend dans la rue pour s'exprimer, là, on a comme l'impression que le président a perdu cette puissance. Et est-ce qu'on peut dire, quelque part, c'est notre démocratie qui a été piétinée? La démocratie, elle a été piétinée. D'abord, les signes étaient jusque-là non visibles, mais lorsqu'il a commencé à s'en prendre à la presse, là, les choses ont très vite allé mal. Parce que nous savons que l'information aussi est un bien public. Et cette information contribue dans le processus de démocratisation dans toute république. Et si on s'en prend aux journalistes, on s'en prend à certaines choses en mettant des mesures de coercition, là, l'information ne sera pas traitée de façon professionnelle et là, il y aura une inondation et c'est ce qui a contribué à ce qu'on a vu. Parce qu'à un certain moment donné, c'était de façon on ne pouvait plus contrôler. Jean Bandiaki, vous êtes journaliste, évidemment, pour ce qui concerne le rôle des médias dans le processus de démocratisation. Véritablement, est-ce qu'aujourd'hui, vous l'avez dit, les médias, quelque part, ont été opprimés, le droit en tout cas, de donner l'information a été bâillonné, c'est ce droit-là. Est-ce que vous pensez-vous pas aujourd'hui que ça également, tout ça a contribué à cette émeute dont on parle? Effectivement, elle a contribué à l'émeute, mais bon, d'une part, parce que je ne peux pas dire à 100%, parce qu'on sentait en fait un besoin grandissant de la population, du peuple, du peuple de s'exprimer, mais aussi les mesures et la forme vis-à-vis de l'État pour essayer de faire passer son projet a, d'une autre manière, restreint les libertés d'expression. Si on prend les derniers actes que le président de la République, à travers l'instance, à l'encontre de certains organes de presse, nous avons vu ce que ça a engendré comme conséquence. Les manifestants s'en ont pris à d'autres organes de presse. Est-ce que cela là, c'est une mauvaise image pour le gouvernement. Et autre chose, pendant qu'on a coupé le signal de certains organes de presse, les médias étrangers étaient en train de diffuser en live. Et là, on n'a pas un instrument de contre-information pour essayer de vérifier l'information et essayer de dissuader au niveau international. Parce que quoi qu'on puisse dire, un journaliste, il est fidèle aux faits. Mais à un certain moment donné, le journaliste va faire ce qu'on appelle la communication publique. Quelque part, le CNRA, qui a cet organe de régulation, a joué le gendarme. Oui, peut-être va jouer ce rôle. S'il sait que si je publie, parce que c'est l'éthique. On a appris toujours qu'à l'école qu'il y a l'éthique et la déontologie, c'est notre baromètre. Et là, à un certain moment donné, le journaliste, quand il sait que cette information va amener à une situation non-retour, il va essayer d'atténuer cette information. Elle ne sera pas publiée de façon crue. Ou bien, à la limite, le journaliste va consulter à qui de droit pour essayer de trouver des solutions. Et là, vous faites peut-être allusion au journal Écho qui a donné cette information, quoi Sonko a été, en tout cas, pris dans des affaires etc. Je ne voulais pas revenir, mais tout à fait, de viol.
Oui, malheureusement. La goutte d'eau qui a fait Oui, déborder c'est la le goutte d'eau vase, qui a hein. fait déborder le vase. Mais ces histoires d'accusation, on peut en lister. Dans le gouvernement, c'est des complots. Les complots ont toujours existé dans l'appareil étatique. C'est juste pour essayer de barrer la route à une personne, surtout l'opposition qui dérange. Et cette information malheureusement, pour cette information, sensible, les acteurs n'ont pas joué le jeu. Le film a été mal ficelé et les acteurs n'ont pas joué le jeu comme il se doit. Parce que ça sautait à l'œil nu que c'est un complot. Et la communication de M. Ousmane Sonko, le président de PASTEF, a aussi éclairé la lanterne pour certaines personnes qui seraient débutatives par rapport à ce complot. Et les événements qui ont suivi ont témoigné. Oui. Ont témoigné au point qu'une autorité de l'État demande publiquement à ce qu'on charge sur les propres citoyens. Mais un journal qui publie un tel fait, peut-être qu'en donnant peut-être cette information, est-ce que ce journal aurait pu prendre le temps de faire tous les recoupements nécessaires, hein, peut-être de publier cela pour éviter de plonger un pays dans cette situation que nous vivons aujourd'hui? Certainement. Si c'était la responsabilité des médias, oui, dans l'information sensible. Tout à fait, parce que cet organe de presse, si c'était à reprendre, il n'allait pas republier, parce que ça, peut-être, je ne dirais pas qu'ils sont responsables, mais quand même, ça a poussé à certaines personnes qui n'ont pas eu le temps de vérifier l'information à croire à l'aveuglette ce qui a été dit dans ce journal. Et donc, à l'avenir, je pense que ces événements nous serviront également de repère pour que nous puissions recouper et analyser, vérifier, ne pas aller à la va-vite, publier pour des informations qui vont détruire le pays. Parce que nous sommes une nation. Oui. Nous sommes une nation et ça serait déplorable que les journalistes qui ont lutté pour l'alternance, figurez-vous. Parce qu'à l'époque, on avait certains médias qui ont beaucoup contribué à cette alternance. Et ce n'est pas aujourd'hui que cette même presse qui va être à l'origine de ces brimades. Il faut qu'on essaie d'analyser avant de... Voilà. Donc, la responsabilité des médias est engagée entièrement dans ce processus de démocratisation qui a toujours été son rôle. Même si c'est vrai, aujourd'hui, la RTS dont on parle, qui est une presse d'État, aurait pu jouer véritablement son rôle de presse nationale. Vous ne le pensez pas? Effectivement. Aujourd'hui, on pointe du doigt. Oui, effectivement. Parce moi, a fait off sur tout ce qui se passe. Oui. Effectivement, vous me permettez, parce que moi, j'ai fait la RTS. J'ai fait la RTS. Il n'y a pas à la RTS un journaliste qui ne respecterait pas les règles de la déontologie. À la RTS, quand il y a un événement, les journalistes descendent dans la rue et couvrent l'événement. Maintenant, quant à la publication, il reste maintenant aux ayants droit de juger nécessaire. Là, elle ne devrait pas être cette télévision nationale. Effectivement. Une vitrine pour la population. En parlant réellement de ce qui se passe. Effectivement. Au lieu d'être une presse gouvernementale. Oui. Mais au niveau de la radio, là, ils n'ont pas ce problème. Mais la télévision. La radio, avec mon ami Mamadou Thior, lui, il publie. Oui, mais le problème, c'est la télé. Oui. On ne comprend pas. Parce que là, c'est l'État. C'est l'État et ceux qui ont critiqué, je pense qu'ils ont parfaitement raison. À l'avenir, il faut que la RTS aussi sache que c'est une presse de l'État du Sénégal. Et tout citoyen, quelles que soient les appartenances, que ce soit politique, que ce soit ethnique, que ce soit religieux, peu importe, nous devons avoir accès à ce média. Quelqu'un qui a une communication doit être un bienvenu à la RTS. Et je déplore aussi
le fait que durant les événements, la RTS aussi n'a pas daigné surtout pendant montrer que l'on s'acharne sur des médias privés, fermés, il ne faut pas montrer ceci, il ne faut pas montrer cela. Non, non. Cette télévision, qui est notre télévision nationale, n'a rien dit de ce qui se passe, de ce qui se passait réellement dans notre pays. Et même pour jouer le rôle de veille et d'alerte, parce qu'on a vu les religieux à côté, quand ils ont fait leur déclaration pour apaiser, la RTS ne l'a pas couvert. Ah oui, là c'est déplorable, c'est déplorable, c'est déplorable, c'est déplorable. On ne fait pas le procès des médias. Non, ce n'est ni le procès, parce que je suis mal placé d'ailleurs, parce que j'ai mon directeur qui est M. Dominique Ndeki et Racine Talla. Bon, c'est vrai que j'étais au niveau du département du site web de la RTS. Et bon, depuis 2016 que j'ai... Voilà, mais là, il faut dire... Mais là, d'une part... Là, ce n'est pas vous, mais c'est face, en tout cas, aux réalités. Hein. Ok. Là, il faut que... Moi, j'ai dénoncé. J'ai pas eu le temps d'appeler certains confrères qui sont là-bas pour leur aviser. Mais c'est déplorable. C'est déplorable parce que la RTS, elle devrait être... cette première télé a montré pour alerter. Parce que l'information, ça ne veut pas dire qu'on est en train de prêcher pour l'autre et contre le gouvernement. L'information, parce que, vous savez, dans la démocratie, il y en a certaines personnes qui donnent des définitions lapidaires en disant la démocratie se définit par ce groupe de mots, un homme, une voix. Mais moi, je dis que ce n'est pas seulement ça. On doit ajouter à cette définition la démocratie est un homme informé, une voix. Parce que dans une démocratie, si les citoyens ne sont pas informés et bien informés, je pense que ça va amener à la dérive. Et c'est ce qui a amené les gens, évidemment. La presse étrangère, c'était plus une affaire à cacher. La presse étrangère montrait évidemment que le Sénégal était au bout du gouffre. Ah oui. Et que, voilà, il faut sauter sur cette occasion. Et c'était seule la RTS qui pouvait... Et on a vu les médias privés également. Oui, c'était seule la RTS qui pouvait dissuader, contrecarrer en fait l'information. Qui a baissé les rideaux complètement. Oui, mais si elle ne parle pas, la miette, mais les autres qui ne disent rien consent. Parce que si la RTS avait montré quand même des manifestations, là, je pense que la presse étrangère ne s'engagerait pas à faire certains commentaires osés, à la limite qui vraiment ne nous décrit pas, parce que ce n'est pas seulement à l'occasion de ces événements qu'ils vont se permettre de caricaturer le Sénégal comme un pays qui est en lambeaux. Voilà, Jean Bandiaki, ces événements qui se sont passés, on ne souhaiterait plus jamais. Oui. Mais il y a un mais aussi. Ouais. Est-ce que par rapport à ça aussi, on ne devrait pas travailler pour que ce système de gouvernance soit beaucoup plus adéquat par rapport à la demande du suffrage des Sénégalais? Tout à fait, parce que actuellement, Sonko, par la force des choses, il est devenu un opposant. Incontournable. Incontrôlable. Et j'ai eu la peine d'écouter certaines communicants du parti au pouvoir, de l'APR, qui affirment dans des radios, dans des chaînes de télévision, qu'on a été élu par une majorité écrasante. Et là, je pense que, je me dis, à chaque fois quand j'entends ce bout de phrase, je tique, parce que celui qui le dit, il est en train de communiquer mal pour son parti. Parce que si toi, tu as été élu à une majorité écrasante, et quelques années, quelques mois plus tard, cette même majorité descend dans la rue, tu les as perdus. Donc cela veut dire que... Ils ne devaient pas axer leur communication dans ce volet. C'était peut-être chercher à récupérer cette aura. Et c'est ce que Sonko a fait avec les autres mouvances de l'opposition. Parce qu'actuellement, après les événements,
la communication devrait être axée sur quoi? Non sur les justifications, non, il n'a pas fait, il a fait. Ça, c'est Sonko, de son camp, ils ont laissé ça. Ils sont sûrs, essayons de répondre aux doléances des populations et essayer de soigner la démocratie qui a été égratignée par ces événements et par certaines actions qui tendaient à réduire à une simple expression l'opposition. Vous avez parlé d'élections présidentielles. Au moment de ces élections, évidemment, après les résultats qu'on a proclamés, beaucoup ont décrié sur ces résultats en parlant de mascarade électorale. Je crois que ça aussi, ce n'est qu'une suite, ce qui arrive, ce n'est qu'une suite logique. Tout à fait, ce n'est qu'une suite parce que c'est une somme de certains mécontentements et vraiment l'affaire Gate de Sonko Gate, et que, si je me permets de le dire ainsi, a été en fait un déclencheur. Et l'expression populaire, l'expression populaire à travers les manifestations ne compte pas s'arrêter. Et même s'ils ne vont plus descendre dans la rue, mais ils comptent sanctionner. On est dans un dilemme alors. Ils comptent sanctionner. On est dans un dilemme. On est dans ce dilemme, oui. Parce que là, ce qui est dangereux est qu'on a déjà enregistré des morts, malheureusement. On a enregistré des morts. Et moi, je suis d'avis, si un seul Sénégalais est blessé, on devait taire toutes sortes de querelles. De quel bord que ça vienne. Peu importe qui a raison, qui n'a pas raison. Un seul Sénégalais. Mais c'était tellement ahurissant, des Sénégalais visaient des Sénégalais. Certains ont parlé de forces occultes. Je n'avais pas. Jusqu'à présent, j'ai du mal à comprendre. Parce que un policier, c'est un Sénégalais. Il habite dans une maison, il habite dans un quartier, il habite quelque part. Et il a des amis. Et ce même policier on ne sait pas, on attend jusqu'à ce que les enquêtes... On ne sait pas qui a tué, qui a fait quoi. Soit publié. Mais en tout état de cause, ce qui est arrivé, en tout cas, a été porté par les populations dans leur ensemble. Même si on a entendu certaines voix dire qu'il y a eu des forces occultes. Bref, aujourd'hui, on pense à une reconfiguration de notre espace politique et faire la politique autrement, diriger autrement. C'est ce qu'aspirent en tout cas tous les opposants de ce pays, car on a vu hier Sonko qui est en train de démarcher les opposants pour leur demander de se rassembler autour de l'essentiel. C'est ce qu'on attend des politiciens. Et même des forces vives. Si vous me permettez le terme, parce que c'est un peu péjoratif, mais c'est ce qu'on attend d'eux. Et Sonko, il est en train de prendre de l'élan. On s'attendait à ce qu'il sorte affaibli, à ce qu'il sorte assailli par ses problèmes. Mais on a vu un Sonko comme un lion blessé qui est sorti et qui a oublié ce qui s'est passé. Et lui, il a donné l'impression que ce qui l'intéresse, c'est la population, c'est satisfaire les citoyens. Et c'est ce genre de citoyens, de dirigeants que le Sénégal a besoin. Et que la jeunesse, actuellement, en a besoin. Parce que cette jeunesse, on ne pourra plus les contraindre. Oui, tout à fait. Parce que nous sommes dans une mondialisation. Nous vivons un siècle où le village planétaire, c'est plus qu'une réalité. Pour revenir, si vous me permettez, les gens ne veulent plus cette de redondance totalitaire, lorsque l'État a pris les engagements, des mesures pour couper le signal de certains, et ainsi de suite, mais les informations, c'est les réseaux sociaux qui ont pris le relais. Tout à fait. Il y a une information selon laquelle, même si elle n'a pas été vérifiée, que l'État a coupé les communications sur WhatsApp et les réseaux sociaux. Mais bon, là, au Sénégal, pour le faire, peut-être que passer par les fournisseurs d'accès Internet des FAI, comme Orange et autres, ainsi de suite. Mais s'il n'y a que
Facebook, les responsables, les propriétaires de ces réseaux sociaux qui peuvent couper, qui peuvent bloquer. Les médias sociaux ont beaucoup participé à On l'éclaircissement ne de peut la pas. vérité. Dans beaucoup de pays, lors du printemps arabe, la Tunisie, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a essayé, tenté de bloquer l'Internet. À un moment donné, mais Facebook a créé des mesures pour permettre à ces populations de communiquer. En Égypte, c'était la même chose. En Syrie, même chose. Et dans d'autres pays, en RDC, dans d'autres pays, au Togo, où l'Internet a été bloqué, et Facebook comme Google a trouvé des moyens pour permettre aux gens, même en Chine, ils ont trouvé des moyens pour que les gens puissent communiquer. Donc, on ne peut pas arrêter la mer qui avance avec ça. Non, on ne peut pas. On ne peut pas. Parce que les gens qu'on appelle des GAFA sont devenus les maîtres du monde, qu'on le veuille ou pas. Même les États-Unis cherchent à les affaiblir, mais les États-Unis ne peuvent pas, n'ont pas réussi. La France n'a pas réussi. Ils ont essayé avec des taxes passées par là pour les affaiblir, mais ce sont des gens qui ont la puissance sur ce monde qui ne dépend que sur le clic. Voilà. Jean Bandiaki, en tant que journaliste, on a toujours dit que depuis 1960, le Sénégal a fait de beaux discours, est passé entre des présidents qui sont arrivés au pouvoir et qui ont toujours le contrôle du pouvoir. Aujourd'hui, il faut que jouer la carte, en tout cas, de la transparence, de la communication, la carte, en tout cas, aujourd'hui, je suis au pouvoir, pour vous servir, mais pas pour me servir. Ah oui, c'est ça, oui. Être au pouvoir, c'est être, si on peut le dire, si le terme n'est pas trop fort, c'est être au service des citoyens. C'est être, comme l'a dit un religieux, c'est être esclave de ses propres citoyens. Parce qu'un président qui se sert va provoquer des frustrations et les frustrations de la population, ils risquent de ne pas pouvoir diriger. Donc, nous attendons des présidents, des types de citoyens, de types de dirigeants qui convertissent les aspirations des citoyens pour leur permettre de mieux vivre, de mieux concrétiser leurs projets. Parce que l'équation la plus partagée lors de ces événements, c'est le chômage, l'emploi des jeunes. Et quand on consulte les statistiques, on se rend compte que l'État a dépensé beaucoup d'argent, mais on n'a pas vu le résultat. Parce que chaque année, il y a plus de discours que de... Il y a plus de discours. Et il y a tellement d'agences que lorsque on a annoncé 325, je crois, quelque chose comme 300 milliards, mais ces 300 milliards, lorsqu'elles vont, avant d'arriver aux ayants droit, ça passe par des agences qui... C'est un peu lourd, quoi. C'est un peu lourd, ça bouffe beaucoup d'argent, la gestion... il faut un cadre. Il y a des voies de contournement. Et là, avant que ça n'arrive chez les jeunes, ce sont des jeunes qui, des fois, ils te disent, pour le financement, on m'a donné 50 000 francs, 200 000 francs, mais qu'est-ce que ça ne peut pas. Ça ne peut pas aider certaines personnes. Donc, il y a la corruption, la concussion qui occupe un peu l'espace et qui fait que aujourd'hui la gouvernance est mise en relief. Alors, donc aujourd'hui, le Sénégal est dans une phase de se relancer totalement, de se réformer totalement et de convaincre les investisseurs à investir davantage parce qu'un pays qui n'est pas stable, évidemment, ne verra jamais d'investisseurs. Tout à fait. Et quel est l'investisseur qui va venir, qui injectera son argent là où il n'y a pas la paix? Personne ne viendra. D'où l'importance à l'État c'est l'État qui... Parce que le président, son Excellence Macky Sall, nous l'avons élu pour résoudre nos problèmes. Nous ne l'avons pas élu pour qu'il nous cite des problèmes. Nous savons que les problèmes ont toujours existé. C'est pour cette raison qu'on a porté notre choix sur lui. Donc, la mission qu'on attend
de lui, ce n'est pas de nous dire « j'ai déjà fait ceci, j'ai déjà fait cela ». Sinon, pourquoi on aurait jeté notre dévolu sur lui? On a confiance en lui. Nous savons qu'il est capable parce qu'il l'a prouvé. Il l'a prouvé. Et ça, il faut... Oui. Il y a un côté positif sur l'acte de notre président, parce que lorsqu'il était à Petrosen, après Petrosen au ministère de l'Intérieur, nous avons eu écho ce qu'il faisait. Il a gravi les Il a gravi les... Et là où il passait, il marquait. Mais malheureusement, on peut dire malheureusement, à la tête les peuples ont jubilé, mais 7 ans après, on a vu. Oui, malheureusement, on ne sait pas, parce qu'actuellement, il y en a certains, je ne suis pas le seul, il y en a certains qui disent, ce n'est pas lui. Qu'est-ce qui a changé entre-temps? Qu'est-ce qui a changé entre-temps? Parce qu'on le connaît, on se souvient encore de ces moments, de ces périodes qu'il était là, et que les gens, lorsqu'il a fait face à des problèmes, c'est tout le monde qui était sorti pour dire non. Donc commun accord, non, ne le touchez pas. Quand il a subi cette injustice. Quand il a subi cette injustice, parce qu'on a espoir sur cet homme. Et je crois qu'on a toujours espoir. Peut-être, certainement, il a changé. Il va essayer, parce que son discours actuellement n'est pas comme le discours avant les événements. Sauf que la politique, elle est toujours comme ça, c'est des attaques, des pics, mais il faut que ces communicants essaient d'analyser, parce qu'un communicant est celui-là qui a un œil observateur. Oui, comme la presse. Comme la presse, Qui joue ce rôle aussi de veille, d'alerte. Veiller, et à chaque situation, chaque intervention. L'heure n'est plus au beau discours, à la limite comme des griots, non. Le fait de vouloir insister, on a fait ceci, on a fait cela. On n'a pas besoin de ça. Parce que nous beaux discours de la République. Non, on n'a pas besoin. À la limite, ça devient ça résonnera comme une cymbale. Ça n'a pas de sens. Nous, ce que nous attendons, et de telle période à telle période, on a pris ainsi de suite, ainsi de suite. C'est vrai qu'on a eu la Covid-19 qui, personne ne le souhaite. Mais quand même que l'État puisse aussi rebondir, surtout avec l'expression populaire de ces derniers jours, que l'État puisse aussi apporter des réponses, pas parler seulement. En changeant de manière de faire. Et changer de manière de faire veut dire... changer des hommes. Évidemment, mais veut dire qu'il faut de facto aller vers des élections locales, des élections législatives et présidentielles, l'audit du fichier électoral, tout cela quand même qui sont... ces choses qui sont pressantes et qui est également une demande populaire, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas être dans un pays où on ne sait plus où va ce pays, nos maires qui ont espéré depuis longtemps. Évidemment, il faut aller vers des élections libres, transparentes, avec le jeu démocratique. Ah oui, le chef de l'État suit ses conseillers l'auraient conseillé de ne pas être face à face avec l'opinion, le peuple. C'est dangereux. Et malheureusement, il est à ce stade. On a le président Sonko du PASTEF qui est là un rassembleur. Un rassembleur. Il est devenu l'homme de la situation. Malgré les accusations, il est là, il écoute ces populations, et ces doléances, c'est pratiquement les doléances du peuple. La libération des détenus. Ça, c'est ce qui caractérise une situation de guerre, une situation de conflit. Parce qu'on ne peut pas... Bon, l'État est mieux informé que nous. Nous ne savons pas les raisons pour lesquelles ces autres ont été détenus. Et d'une part, après les événements et les conséquences, je me suis dit, tiens, tout ce que Dieu fait est bon. Parce que Dieu sait pourquoi il a permis que ces personnes-là soient détenues. Imaginez un certain Guy Marius Sagna, qu'il soit libre au moment des événements. Clédor,
et Hassan Diouf, Hassan et Diouf, d'autres. mais tous ces pillages seraient imputés ils seraient responsables. Ils seraient responsables parce que Guy Marius Sagna, on l'a connu par son activisme contre la France. Et durant ces manifestations, c'est Auchan, les gens n'avaient pas compris, surtout les populations n'ont pas compris que Auchan, ce sont des Sénégalais qui y travaillent. Mais quand même, ils ont saccagé. Si Guy Marius Sagna était là, il serait responsable. Là, je le salue. Mais il est temps maintenant que le président puisse respecter, parce qu'il a dit dans son discours, il va prendre des actes, il va prendre des mesures allant dans le sens de la paix. Il va poser des actes Il va forts, poser des actes. Et ces actes, respect du calendrier républicain. et ces actes, aussi, le respect du calendrier républicain, ça, c'est un devoir. C'est un droit absolu. Ne plus parler de troisième mandat, et ça maintenant, ça doit être éradiqué de notre langage. Non, mais il y a de ces erreurs. Bon, peut-être Si c'est un politique, mais quand même. On peut considérer à certains juristes, certains consultants en quoi qui présageaient évidemment que c'était possible un troisième mandat. Mais c'est derrière nous. Le président Maître Abdoulaye Wade, oui, il a fait de ces déclarations, mais c'est retourné contre lui. Parce que en voulant, non, c'est mon dernier mandat, je vais laisser, ainsi de suite. Mais ça n'a pas été de son côté. Voilà. On signale que c'est bientôt l'heure, oui, n'est-ce pas? Mais le pouvoir religieux, évidemment, les religieux, quel est le rôle véritablement qu'ils doivent jouer? Parce qu'on a vu également les démarches qui ont été entreprises par les hommes religieux. Ils ont beaucoup joué le rôle de médiation pour arriver à cet apaisement. Est-ce qu'aujourd'hui, ça doit se limiter aujourd'hui à cet événement? Est-ce qu'on ne doit pas continuer dans une sorte, en tout cas, d'un organe de régulation pour dire, voilà, il faut alerter quand il faut arrêter et donner des orientations quand il le faut? Ah oui. Un organe consultatif peut-être? Oui, il le faut un organe consultatif dans lequel on va regrouper les guides religieux. Toute obédience confondue. Toute obédience confondue. Oui. Parce que le Sénégal, nous avons une chance. Et c'est très rare. Parce que ce genre d'événements ont abouti à des situations que je n'ose même pas nommer sur ce plateau. Oui. Mais heureusement, on a entendu toutes les religions, en tout cas. Oui, heureusement que nous sommes dans un pays où qui ont appelé à quelqu'un qui se dit je suis d'obédience musulmane, oui. À côté de toi, tu as un frère ou bien une maman qui est d'obédience chrétienne, oui, catholique ou j'en passe. C'est uniquement au Sénégal où on peut parler de ce genre. Et nous avons vu le travail qu'ils ont abattu, quand ils ont senti. Vous savez, un religieux, c'est quelqu'un qui voit à l'avance. On peut dire qu'il sait détecter les signes. Ils ont alerté, ils ont fait des démarches. Bon, heureusement, on a eu l'apaisement, mais il faut essayer de conserver ce qui est bon. Aller dans le sens de créer une organisation, comme vous avez dit, qui sera pérennisée et qui va essayer de veiller sur de pareils... Voilà. Au moment où l'on parle, il y a certains activistes, évidemment, également, qui sont traqués, on leur colle le motif de terroriste. Est-ce que ça aussi, ça ne pourrait pas aussi amplifier les choses? Parce qu'on a entendu, on est en train de voir un peu la diaspora qui est en train de se manifester par rapport à ce genre de traque. Non, il faut que ça cesse parce que ça va créer d'autres problèmes. Actuellement, il y a ces situations de coercition. Le monde a changé. Il faut que les gens changent parce que continuer à traquer des personnes, au moment où ce qui se passe aux États-Unis, ceux qui sont au Sénégal peuvent le vivre. Il faut dire aussi qu'il ne faut pas accepter qu'il y ait des insulteurs publics également. Oui, les insulteurs publics. Vous savez, insulteurs publics, c'est vrai que l'éducation, notre éducation ne le permet pas.
Mais le français, non, le français, il insulte. L'insulte pour un Français, c'est banalisé. Oui. Donc, quelqu'un qui... En général, ceux qui insultent ne sont pas au Sénégal, ne sont pas en Afrique. Parce que l'Africain ne peut pas concevoir ces insultes. Oui. Et là, mon appel est à l'endroit de ces personnes, on peut critiquer, on peut dénoncer, mais mesurer En des étant propos. courtois. Mesurer des propos. Parce que celui que tu insultes a des neveux, a des fils, ainsi de suite. Parce Voilà. Il ne qu'il faut pas calomnier. Il ne faut pas calomnier. Voilà. Merci Jean Bandiaki, ça a été un plaisir de vous recevoir en tant que journaliste. Les journalistes aujourd'hui qui ont un rôle capital à jouer dans ce processus de démocratisation. Il ne faut plus que les journalistes se taisent ou bien que ces journalistes également se réconcilient en communication, en chargé de communication, tout simplement pour ne pas dire ce qui se passe. Parce que aussi, il faut le dire, depuis, il y a une bonne partie de la presse qui ont été logés au palais comme étant des chargés de communication et ils n'ont jamais levé le doigt pour dénoncer quoi que ce soit. Et des gens qu'on avait bien connus pour être dans le régime précédent des contre-pouvoirs. Ah oui, ce sont nos doyens. Là, je ne vais pas les nommer, ce sont des doyens, Oui, des professeurs oui. qui nous ont enseigné. Certains d'entre eux, ils nous ont enseigné. Et c'est un peu dommage parce qu'on on s'est nourri de leurs écrits. Mais malheureusement, on sait comment le pouvoir peut changer l'homme. Mais partant de là, il faut, et c'est le moment à jamais pour que les journalistes puissent continuer de jouer leur rôle qui est d'alerte, informer juste et vrai, et dans la déontologie et l'éthique. Oui. On ne peut pas nous museler, même si on coupe tous les signaux, Oui. nous allons toujours informer. Parce que l'information, C'est notre rôle les régalien. médias, les chaînes de télé ne sont juste que un canal par lequel nous allons passer pour toucher une masse. Mais on peut informer Évidemment, autrement. il y a d'autres canaux. Il y a d'autres canaux, oui. Merci Jean Bandiaki, journaliste communicant senior associé à l'UVS, Université virtuelle du Sénégal. Un dernier mot? Oui, un appel de paix Oui. et de stabilité à tous les citoyens sénégalais et pour que chacun de nous, de quelle obédience religieuse que nous puissions être, pour qu'on puisse formuler des prières pour le Sénégal et l'assistance à ces familles qui ont malheureusement perdu un de leurs, parce que ce sont tous des Sénégalais, sont nos enfants, sont nos frères, sont nos neveux. Voilà, nous présentons nos condoléances. Mais quand même, pour qu'on continue toujours de les assister, Oui. et pour que de pareilles situations puissent arriver au Sénégal. Merci Jean Bandiaki, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce magazine Rendez-vous de la rédaction. Nous vous retrouvons la semaine prochaine. Merci également à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés. Bonne suite de programme.